Comment est-ce qu'un mec qui n'a jamais pris de plaisir à Manchester United, qu'on a insulté dans la presse anglaise, dont on a dit que il préférait aller voir des femmes et plusieurs femmes dans un seul hôtel plutôt qu'aller s'entraîner le matin, etc. Et qu'en Angleterre, il n'avait pas besoin de s'entraîner pour être bon l'après-midi et que derrière l'après-midi, il n'existait pas non plus. Voilà, et à un moment donné, on a critiqué énormément Jadon Sancho. Il arrive à Borussia Dortmund et derrière, c'est un joueur incroyable. Mais oui. Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, votre émission 100% football à la sauce belge. Je suis content de vous retrouver toutes les 2 semaines où on parle de clubs de foot mythiques. Et je vous le dis, chaque semaine, on est présent sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, X. On est aussi en podcast, Spotify, Apple Podcast. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour ceux qui se sont déjà abonnés parce qu'on est quasi à 4000 abonnés. Donc continuez, ceux qui viennent pour la première fois sur Le Noyau Dur, venez vous abonner, c'est important. Surtout si vous aimez le football, si vous avez envie d'entendre d'autres analyses pointues, d'experts sur le ballon rond, c'est ici que ça se passe dans Le Noyau Dur. Et surtout, chose importante, à 4000 abonnés, il m'a promis qu'il danserait sur Eros Ramazzotti. Rien que pour vous, Sacha Tavoleri, c'est vrai ou pas? Ah, je m'y attendais pas, celle-là, pas du tout. Je voulais t'avoir dit que je l'ai préparé. Je t'avoue, je l'ai préparé. Franchement, bien joué. Franchement, elle m'a bien surprise. Et toi, tu l'as bien préparé. Franchement, je m'y attendais pas. À 4000 abonnés, il faut que tu fasses quelque chose. Allez, on va faire quelque chose. On va essayer de danser sur. Eros Ramazzotti, allez. Ton pays, ta culture, ta vie. Ok, sur ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Je suis un homme de l'univers. Donc, toutes les chansons du monde. Voilà. Ouais, nickel. Même Papa Wemba, s'il faut, je danse sur Papa Wemba, c'est pas un problème. Il y avait un chanteur fan de l'Inter, bien connu en Italie ou pas Non, Eros Ramazzotti, c'est plus la Juve. Ouais, bon. Après, il y en a d'autres, Gigi D'Alessio notamment, qui est un grand fan de l'Inter Milan, etc. Donc, il y en a pas mal. Après, écoute, c'est la culture italienne, tu vois. Il y en a beaucoup des chansons incroyables. On verra ce qu'on peut faire. Si tu veux, je t'accompagne. On verra ce qu'on peut faire, mais seulement si on a les 4000. Donc, allez, dépêchez-vous, parce qu'encore ce soir, mes amis, on vous propose une belle émission, parce qu'il y a 2 semaines, on vous avait parlé de Man City, mais on est obligé de parler d'un autre. Bon, je vais pas dire monstre de la Première Ligue, mais c'est quand même un monstre dans l'histoire du football anglais, Man United. Et pour en parler, Sacha, on a quand même la crème de la crème sur les réseaux sociaux, spécialiste Man United sur YouTube. C'est important de le signaler. On va commencer par Ake Mess de YouTube, de la chaîne YouTube APM TV. Salut Ake. Salut, ça va? Super. Merci de venir dans cette émission parce que t'as fait un petit trajet quand même pour venir jusqu'ici. Non, avec plaisir. Dès que j'ai vu l'invitation, moi, je peux pas la refuser. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est vrai que quand Sacha m'a présenté à toi au niveau de ta chaîne, etc., je me dis, purée, c'est quand même fou d'avoir des mecs qui constamment parlent de manière très précise sur Man United. C'est fou. Pour la petite anecdote, on a fait un tournage ensemble qui n'est pas encore sorti, mais qui j'espère sortira. Ouais. Voilà, si Rifa voit cette vidéo, on lui fait un gros bisou, on attend qu'elle sorte. Qui en fait est une vidéo qui dédie à la culture du football, mais en quiz. Et on était tous les uns contre les autres, etc. Et c'est là que j'ai appris à connaître Ake, qui est un connaisseur de football absolument incroyable. Et cette émission-là rassemblait des grands connaisseurs belges. Mais c'est ce que tu m'avais déjà montré, non? Il y avait déjà eu des épisodes? Il y a eu déjà des épisodes, effectivement, qui sont sortis. Et donc, du coup, je l'ai trouvé absolument fantastique sur le football anglais. Je me suis dit, mais impossible que je fasse pas un truc avec ce mec-là. Ça sent tellement le football, c'est trop cool. Ouais. Donc, hyper content que tu sois là, Ake. Merci. Ça nous fait super plaisir. D'autant plus que j'avais vu quelques vidéos, comme je te l'ai dit, sur les questions. Effectivement, c'est du lourd au niveau des questions. Mais bon, on a aussi Corentin Cotenso. J'espère que je prononce correctement. Parfait. Un poteau, visiblement un poteau d'Ake. Vous connaissez bien. Et surtout aussi qui a sa chaîne YouTube, l'Académie MUFC. C'est ça, voilà. Exactement. Donc bonjour à tous, merci pour l'accueil. Franchement cool. Je représente l'Académie. Du coup, on est 2, nous, généralement. On fait tout ce qui est débrief, react de Manchester. On tient le coup quand même. Ouais, voilà, il y a des choses à dire, j'imagine. Hein. Énormément de choses à dire, mais c'est compliqué. Donc comme souvent avec United, c'est compliqué, j'ai l'impression. On va en parler tout de suite, messieurs, donc n'hésitez pas, on est cool ici. Si vous avez envie de vous lâcher, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de... On est là. Avec Sacha, on est un peu les psys de temps en temps, donc allez-y, lâchez-vous. Vous l'avez compris, c'est encore une bonne émission qu'on vous propose ce soir, ce Noyau Dur spécial Man United, et on commence avec le premier chapitre. Bon, on commence fort, messieurs, ce chapitre 1 qui concerne tout simplement la prestation du club cette année. Bon, est-ce que Man United vit-il la pire saison de son histoire? Commence avec toi, Corentin. Peut-être Ake pourra répondre par après. Comme tu veux. Moi, ça va être une réponse très simple, ça va être oui. Oui, très simplement. Ok, fin du débat. Merci. Non, je vais aller plus loin. Évidemment que c'est la pire saison quand on regarde la prestation en Ligue des Champions. Je pense que dès fin décembre, on s'est fait éliminer le 9 décembre. On pouvait déjà dire que c'était une des pires saisons, parce que se faire sortir par Copenhague, par Galatasaray, et ok, il y avait le Bayern, ils vont en demi-finale, mais c'est juste une honte.
Et la Première Ligue, ça a suivi les résultats et les humiliations. Moi, j'en ai une en tête qui est récente, c'est Crystal Palace, 4-0. Ouais. C'est quand même très grave. Et malgré toutes les excuses qu'il y a, c'est vraiment trop dramatique pour se cacher juste derrière des blessures ou des excuses. Ok, c'est vrai que pour recontextualiser, Man United, 8e en Première Ligue. Si je ne me trompe pas, c'est 16 victoires, 6 nuls, 14 défaites. C'est dur en fait, on en reviendra tout à l'heure avec Sacha, mais quand on porte le nom de Man United, se dire qu'aujourd'hui c'est la 8e, la 9e place. Mais en fait, rien que comptablement, on est sur une saison historique, mais dans le sens négatif. On a 14 défaites, c'est jamais arrivé. On n'a jamais perdu 14 matchs sur une saison. On a une différence de but qui est négative. En fait, rien que ça devrait normalement suffire pour savoir que la saison, elle est catastrophique. Et puis, si tu allumes ta télé, mais tu tombes par terre parce qu'il n'y a absolument rien, c'est le vide absolu. Et c'est triste, en fait. On est arrivé à un point où ça nous fait peut-être même plus mal. On n'arrive plus à avoir mal. Tu vois ce que je veux dire? On n'arrive plus à avoir mal de voir cette équipe jouer comme ça. Parce qu'ils sont allés tellement bas. T'en viens à te moquer de tes propres joueurs. Mais presque. Exactement. Presque, en fait. On se dit, autant faire de l'autodérision pour apaiser le truc. Parce que je me dis que si je continue à mettre mon cœur à 100% dedans, j'ai un enfant, mais moi, c'est fini. Elle va plus me retrouver, c'est terminé, tu vois. La déprime, quoi. Ah, mais c'est fini. Ouais. Ah, clairement. Sacha, c'est vrai que c'est interpellant dans le sens où ça a un nom historique et tout, et aujourd'hui on en arrive à se dire, d'ailleurs je vais même te poser la question, est-ce que vraiment tu t'es à un moment donné dit, il y a un match avec Man United, je vais rester là et je vais regarder, honnêtement, vraiment? Non, honnêtement, on se fait la réflexion. Alors forcément, en plus de ça, j'ai un avis relativement extérieur parce que les matchs, en tant que professionnel, je dois les choisir, donc je dois vraiment me dire, ok, je me cale sur ce match-là ce week-end, je les regarde et tout. Je suis désolé, mais moi je ne suis pas excité à l'idée de regarder un match de Manchester United le week-end, alors que ça devrait être le cas. On parle d'un des plus grands clubs du monde. Logiquement, à chaque fois, quand on entend cette nouvelle génération de consommateurs de football et leur dire, et surtout le fait de dire quels sont les plus grands clubs du monde aujourd'hui, normalement, en toute logique, Manchester United devrait être là. Pourquoi est-ce que United n'est plus dans ce top 5, dans l'idée des gens quand ils parlent des plus grands clubs du monde? Parce que, tout simplement, premièrement, la culture football, elle évolue très très vite, mais puis en plus de ça, ce n'est plus un club qui marque les gens. À un moment donné, qu'est-ce que les gens attendent du football? Ils attendent l'émotion, ils attendent ce que tu vas leur susciter. Moi, quand j'arrive et que je vois Manchester United, je vois une bouillabaisse internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il y a du brouillon, on ne comprend pas où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire, et surtout, quelle est l'identité même. Alors que, quelque part, sous Ferguson, moi je l'adorais cette équipe, elle a marqué l'histoire du football anglais. Il n'y a rien à dire sur Manchester United dans son état, dans son palmarès, dans ce qu'elle représente. Mais aujourd'hui, c'est plus rien en fait. Ça ne ressemble plus du tout à ce qu'il était à l'époque. C'est d'une tristesse, mais je trouve ça vraiment lamentable. Et Corentin, tu parlais d'un match référence en termes de pugilat, donc ce fameux 4-0 face à Crystal Palace. Moi cette année, donc il y a ce match en coupe face à City. Moi je me souviens de l'époque où il y avait donc du coup encore Company, où il y avait Wayne Rooney, etc. On avait des matchs incroyables, ce derby mancunien qui était complètement fou, avec une équipe encore United très très bonne. Ouais. Et là, dans ce match de coupe, bon, tu vas me dire c'est City qui roule sur tout le monde, mais là on avait vraiment l'impression qu'en fait c'était effectivement City contre, allez je vais exagérer, mais Luton ou Burnley, quoi, une équipe fantomatique, alors que tu te dis que c'est United à côté. Enfin, c'est un derby. C'est comme l'a dit Sacha, dans l'histoire, c'est une équipe où tu dois pas manquer de respect en fait. Tu vois? Non, et là, on a l'impression que elle est fantomatique. Je sais pas comment. D'ailleurs, comment ce qui est très rare que je trouve contre City, c'est que même dans toutes les années où on est mauvais, il y a toujours eu des matchs assez incroyables avec des retournements de situation. On avait envie de voir le match. Je repense à l'époque sous Ole Solskjaer, où on a des buts on les bat 2-0 saison Covid, je crois. L'année dernière, juste on les bat au retour avec un but litigieux, mais ça a toujours été des matchs assez incroyables. Et en fait, cette saison, on est venu avec une sorte de peur au ventre ou sentiment d'infériorité. Enfin, c'est le cas quand on voit le match, mais en fait, on n'a jamais vu ce Manchester-là avant. En fait, je pense qu'on est objectivement sur le Manchester le plus faible. C'est la version la plus faible de Manchester que... En 17 ans que j'ai Pourtant, on y reviendra un peu plus tard sur le côté des joueurs, etc. On se dit quand même... Attends, j'ai juste une question pour Hacké par rapport à ça. Est-ce que tu parles de qualité individuelle ou est-ce que tu parles de ce que l'équipe concentre? Oui, je te parle là vraiment de l'équipe. Parce que individuellement, si on est objectif, tu sors les joueurs un par un. Mais il y a beaucoup de bons, voire très bons joueurs. C'est là où on voulait en venir, en fait. C'est ça qui est quand même assez fou. Voire des très bons joueurs. Mais le fait est qu'on n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Et ça...
Alors l'année passée, on peut revenir très rapidement sur l'année passée où, oui, ça s'est bien passé, on a fini 3e, on a pris un petit trophée comme ça pour le kiff. Mais la vérité, c'est que c'était un peu un cache-misère. On a quand même été pas mal porté par un Rashford qui était en feu. Donc ça, c'était un peu l'arbre qui a caché la forêt, si je peux dire. Ouais. Et cette année, j'ai l'impression qu'il y a juste tout qui a été exposé. Genre tout ce qui était un peu en suspens, Ouais. ça a éclaté. C'est du destin, Sacha, même son téléphone est tombé. Même mon téléphone c'est est incroyable. Ne tombera pas plus bas, Loulou, ça va aller. Je vais le laisser là. Donc pas- Sacha, Non, ce que je voulais simplement, c'est pour moi, c'est déjà faire le débat Tenac sans parler de Tenac, c'est-à-dire que est-ce que la formule qui a été littéralement initialisée, popularisée, qui a réalisé de grandes compétences au sein de Manchester United avec ce people manager qui était Ferguson et qui avait vraiment popularisé la façon d'entraîner comme ça en étant people manager et qui a vraiment séduit l'Europe entière. Beaucoup ont reproduit ce modèle dans les années 2000, dans les années 90. Il y avait vraiment ce truc de waouh, en fait ce que Ferguson fait dans l'idée de comment est-ce qu'on entraîne une équipe en prenant cette distance, c'est incroyable. Est-ce que United ne s'est pas enfermé dans cette idée-là pour aujourd'hui en fait être quelque part un petit peu le... Tu sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est comme si une ancienne gloire se regardait dans le miroir et en se disant ouais, mais en fait, j'ai pas pris une ride alors que ça fait 20 ans qu'il a fait son tube. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est un one hit wonder, tu vois. On est là-dedans, quoi. Moi, je me pose la question, je me dis, mais United vieillit très mal, en vrai. Ouais. Et personne n'arrive à le rajeunir, en fait. Même à le retransformer, enfin, le rendre plus beau encore. Juste pour redonner une stat, 52 buts marqués, 56 encaissés. Là aussi, en fait, on se demande quoi. Enfin, je veux dire, désolé les gars, j'ai pas envie de... Malheureusement, on est obligé de taper dessus. Ah, mais il faut le dire. C'est fou. Faut le dire. Et d'ailleurs, je veux rebondir sur ce qu'a dit Ake. Pour moi, c'est que depuis le départ de Ferguson, on ne repose que sur des performances individuelles toute la saison. Et quand une équipe, là on a un Bruno qui est en dessous, on a un Rashford qui n'est pas au niveau, et ben l'équipe ne peut pas fonctionner parce qu'on n'a jamais eu de collectif depuis une dizaine d'années. Clairement. On le verra, je montrerai ici le 11, si on peut l'afficher, le 11 de Man United. Okay. Bon, c'est le dernier qui a été, comment dire... oui, on peut en parler déjà, on pourra parler de la tactique. Ça apparaît à peine à l'écran, ils sont déjà tous les deux morts de mais en fait, là où je voulais en venir, et après vous pourrez parler sur la tactique, etc. Messieurs, mais c'est plutôt quand je vois des gars comme... Bon, vous allez me dire peut-être que c'est vieux, mais Casemiro, Onana, Garnacho, enfin... Bon, Amrabat, c'est malheureusement un peu la hype, mais je veux dire, il y a quand même des mecs, on le voit sur l'écran, malheureusement il est plus là, mais des mecs comme Sancho qui sont arrivés aussi à United il y a quelques temps et qui en fait, c'est tous un flop en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment on peut passer de mecs incontournables, on pourrait parler, tu parlais en off de Varane. Enfin, tous ces mecs-là ont l'impression que dès qu'ils ont mis Navarro, c'est comme si le chat noir, le chais, était tombé sur eux. Et Ouais, c'est incroyable. Mais en fait, moi je pense que c'est l'environnement de United qui est pas propice à ce que les joueurs performent. Ils viennent pas dans une idée de j'arrive à Manchester, on doit élever le niveau, on doit élever la barre, etc. Ils sont mis dans un espèce de confort. On leur dit déjà top 4 c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Comment est-ce que vous arrivez dans ce qui est pour moi le plus grand club d'Angleterre et vous dites top 4 c'est bien. On a la prime de Champions League. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? À partir du moment où c'est la barre n'est pas mise très haute, ça va pas. ouais, surtout que là, tu l'as plus, la Et Ligue là, des on l'a Champions. même pas. T'as Walou. Et puis tant mieux qu'on l'ait pas. Parce qu'en fait, si c'est pour encore aller se faire ridiculiser comme cette année, moi je m'en passe. Ouais, mais le truc qui est un peu dur. Mais c'est la faute à qui ça? C'est la faute au directeur sportif? C'est de la faute à... C'est quoi? C'est John Murdoch ou je pense que c'est ça il est son viré, nom, depuis. qui a été viré depuis longtemps. Mais les directeurs sportifs se succèdent à Manchester United et quelque part aucune solution dans le jeu ni même dans les philosophies ne sont appliquées. Les Glazers aujourd'hui auront plutôt l'impression que Manchester United doit être géré comme Disney et quelque part ce n'est pas appliqué comme la rationalité d'un club de football avec quelque part aussi la passion. Ça, c'est quelque part le serpent qui se mord la queue, encore une fois. Mais là, du côté des Américains, et encore une fois, leur gestion du football, l'américanisation du football. Ouais. Les Glazers, c'est les premiers à avoir fait n'importe quoi avec beaucoup d'argent, en investissant beaucoup d'argent dans le football. On s'est moqué de Todd Boehly. Aujourd'hui, United, on voit aussi les pots cassés. Ouais. Je te rattrape juste sur un sujet. Ils n'ont investi aucun euro dans Manchester. Ils ont fait une sorte de micmac où c'est Manchester qui s'est racheté lui-même. Ce qui a fait une dette incommensurable dans Manchester.
il y a plus de 600 millions de dettes, si les chiffres sont exacts, Ouais. où le club avait une option d'achat sur son propre achat. Mais Et sur donc, les investissements transferts, c'est bien eux qui financent alors dans ce cas-là. c'est Manchester qui s'autofinance Voilà, via des prêts, mais les Glazers le n'ont mis club aucun se euro. paye lui-même, en Ok. fait. Et eux, ils vont prendre de l'argent pour se rembourser. Voilà. C'est ça qu'ils font. Donc, Les C'est quoi alors leur Donc en stratégie une de dizaine base d'années, ils ont pris je ne sais combien de milliards dans leur poche sans investir un seul euro. Mais c'est quoi alors enfin, dites-nous, hein, c'est quoi leur stratégie de base? Ça me fait penser, tiens, Cocorico, ça me fait penser à un certain club ici en Belgique. on va pas en parler, mais... En gros, les Glazers sont là. Ce qu'ils ont fait de Manchester, c'est vraiment... Ils en ont fait une marque. Manchester, ça C'est se ça. vend. Quand tu regardes chaque année les chiffres qui sortent, que ce soit le branding, Ouais, tu vas pas parler. etc., bah, tu te dis, ouais, Manchester, toujours au top. Chaque année, à un moment, on était même devenu... comment j'avais surnommé? C'était Partnership FC. On faisait que des partenariats. Il n'y avait que des partenariats avec... quand c'était Woodward qui était encore là il y a quelques années, bah, chaque année, on avait un nouveau partenaire. Chaque année, on avait un nouveau partenaire. Du coup, les caisses se portaient bien, on prenait de l'argent. Mais il y avait rien qui était basé sur la performance de l'équipe sur le terrain. Ils basaient tout sur ce qui se passait en dehors du terrain. Et aujourd'hui, ça nous a rattrapés parce qu'à partir du moment où tu es un club de foot, mais ton souci principal, c'est pas le foot, tu vas aller où? Non, c'est un vrai problème. Tu vas aller où? C'est un vrai problème. C'est-à-dire que non seulement ils n'investissent pas d'argent, donc tu as bien fait de me rattraper, Corentin, mais en plus de ça, dans l'identité, ils n'ont même pas acheté le club pour en faire quelque chose sportivement. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré une valeur financière qui pouvait derrière leur rapporter encore plus d'écus, quoi. Exact. Mais C'est Ils fou. sont tombés sur une poule aux œufs d'or. Ah. Ils ont détruit un club. Et ben voilà, justement, belle transition parce qu'on passe au chapitre 2 qui, on va tenter d'expliquer du mieux qu'on peut, cette chute vertigineuse de Man United. Donc messieurs, on a forcément parlé de l'actu chaude de cette saison. Maintenant, on est quand même obligé d'essayer et je suis sûr que vous allez nous éclairer par rapport à ça, c'est comment on explique, vous l'avez déjà un peu fait dans ce premier chapitre, mais comment on explique cette chute de niveau depuis de nombreuses années. Parce qu'on a tous souvenir, et Sacha l'avait mentionné, de ce United version Ferguson 2009, 2010, 2011, où c'était quand même encore, tu te tapais Man United, tu te disais, waouh, c'est chaud. Et là, aujourd'hui, tu te dis, bon, équipe de seconde zone, quoi. Donc, comment on explique ça? Vous avez un peu parlé. C'est quoi la faute? Pour reprendre un peu la question de Sacha de manière un peu précise, c'est quoi? On doit en vouloir à qui? Aux joueurs, au coach, à la direction, selon vous? Corentin? Pour moi, c'est un ensemble. On peut même pas, en étant à 100% dans le club, l'expliquer parce qu'il y a trop de problèmes éparpillés sur tout le club. Les joueurs viennent pour une pré-retraite parce qu'on les surpaye aussi. Il y a la direction, enfin la structure du club qui n'est pas bonne. Les personnes en place ne sont pas les bons. Il n'y a qu'un seul point positif depuis quelques années, c'est les jeunes, l'académie sur lequel on va pouvoir tirer profit. Ouais. Mais ça, c'est un objectif sur le long terme. Ça sera encore dans 4-5 ans où peut-être il y aura des bonnes retombées. Et là, on est peut-être sur l'après-chute parce qu'on est sur une sorte de virage qu'on va soit prendre à 90 degrés, soit pas. C'est Sir Jim Ratcliffe qui rachète le club. Donc ça va vraiment être est-ce que Manchester va tomber vraiment dans un club de seconde zone ou est-ce qu'on va revenir parmi le top? Justement, c'est intéressant parce que je voulais vous poser la question à tous les deux. On a vu, bien sûr, le Sir Ben Saïd Al-Jassim, je pense, c'est l'émir du Qatar, ou en tout cas un des cousins du numéro 1 au Qatar qui voulait racheter Manchester United, qui a mis énormément d'argent, des sommes incroyables. Les Glazers ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas, soi-disant, vendre ça à des Arabes. C'est comme ça qu'ils l'ont fait comprendre. Les sommes étaient bien plus importantes que celles qu'ont investi Ineos, qui récupère, je pense, la totalité de la gestion sportive, mais 25% du capital, ou c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution ou il aurait fallu plutôt aller sur le projet qatari qui, en général, fait rêver, surtout en Angleterre où les moyens sont, où ils peuvent dépenser beaucoup plus avec le FPF, quoi? Bon, moi, personnellement, j'étais pro-Qatar. Ok. Parce que l'idée d'avoir plein d'argent et de le dépenser comme on voulait ne me plaisait bien. Mais si je suis plus objectif, je pense que le projet Ineos est tout aussi viable. Je pense qu'il est tout aussi viable parce que on parle de... Allez, quand on voit qui a été engagé... comment il s'appelle, le blanc, le gars qui s'appelle Blanc, j'ai oublié son prénom. Laurent Blanc? Non, pas Non. Laurent Blanc. Celui qui a créé Ratcliffe. Ratcliffe qui s'entoure, donc il a pris Blanc, il est parti, il est en train de débaucher Berrada, Berrada, le gars de Southampton aussi. Ashworth. Je connais plus. Dan Ashworth, ouais, qui est excellent. Là, on d'ailleurs. est Très en bon train de directeur prendre les meilleurs, Voilà, les meilleurs donc, joueurs, les meilleurs. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en fait, avec Ineos, avec des gens qui ont l'air compétents. Maintenant, est-ce que ça va vraiment marcher? Ça, c'est encore autre chose parce que
Des projets, on en a eu depuis, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on a des projets. Chaque année, on se dit non, c'est la bonne. On a ramené des grands coachs, on a ramené des grands joueurs, on a tout fait. Mais sans rire, et c'est là où je te rejoins, je pense, en termes de promotion, pub, etc. Moi, je me souviens de tous ces moments où il y a eu cette espèce sur les réseaux sociaux, la com qui parlait du retour de Pogba, le retour de CR7. Tu te dis, incroyable. C'est quand même, en termes de hype, Sacha, là, pour le coup, ils étaient forts. Et tu te dis, peut-être pas Cristiano Ronaldo, mais Pogba, moi, je m'étais quand même dit, bah, il y a bien moyen, quoi. Tu vois, il y a bien moyen que ça fonctionne. Sur Cristiano Ronaldo, ça a joué quand même parce qu'on se rappelle que quelques semaines avant, tout le monde pensait qu'il irait du côté de Manchester City et que tout le monde y a pensé, qu'il y a eu beaucoup d'informateurs, d'insiders qui ont sorti cette information et que dans un espèce de, encore une fois, ça c'est du Jorge Mendes, l'ancien agent de Cristiano Ronaldo tout craché. Il a renversé la table et derrière il a dit, voilà, il a choisi le club de son cœur, il en revient par la grande porte. Sauf qu'au final, on fait encore une fois un coup marketing, mais on ne prend pas en compte comment est-ce qu'un ego pareil va être géré au sein d'une structure comme United qui déjà ne marche pas droit. Et surtout, je pense même que là, ce virage complètement raté Ronaldo, c'est qu'il y a une équipe qui se construisait à cette époque et que mettre Ronaldo à l'intérieur a tout détruit. A fait virer Solskjaer 6 mois après, alors qu'un vrai groupe se construisait. Il y avait des défauts, il y avait des qualités, mais là, c'était l'opération marketing ou le storytelling de trop qui a tout fait péter. Non mais tu vois par exemple là où je te rejoins Ake, c'est même, je reviens sur Pogba, même Lukaku, même Sancho, je reviens sur eux, c'est ces mecs que quand Sancho, c'est important de parler de Sancho parce que pour moi Sancho il concrétise, il cristallise quelque chose d'important. Comment est-ce qu'un mec qui n'a jamais pris de plaisir à Manchester United, qu'on a insulté dans la presse anglaise, dont on a dit que il préférait aller voir des femmes et plusieurs femmes dans un seul hôtel plutôt qu'aller s'entraîner le matin, etc. Et qu'en Angleterre il n'avait pas besoin de s'entraîner pour être bon l'après-midi et que derrière l'après-midi il n'existait pas non plus. Voilà, et à un moment donné on a critiqué énormément Jadon Sancho. Il arrive à Borussia Dortmund et derrière, c'est un joueur incroyable. Mais oui, c'est ça, je ne comprends pas. En plus, encore une fois, tu te dis, purée, ils ont fait le bon coup. Parce que le gars était déjà à Dortmund très bon. Il revient en Angleterre, tu te dis... Et c'est pas un scandale. 85 millions d'euros à ce moment-là, mais les mettre sur Sancho, c'est pas un scandale. Alors moi, j'ai milité pour Sancho. Personnellement, j'ai milité. On a milité. On a une propagande. On a une propagande Sancho. Pour parler vraiment du cas Sancho spécifiquement, pour moi, c'était... je me suis dit, c'est bon, on a sécurisé le flanc droit pour les 10 prochaines années. Pourquoi est-ce j'ai plus besoin de me prendre la tête. Et puis, c'est pas... Il y a quelques semaines, on apprend quoi? Il voulait jouer à gauche. Il se plaignait tout le temps chez Solskjaer qui a fait une interview il y a pas longtemps. Et il explique qu'en fait, Sancho ne voulait pas jouer à droite, mais à gauche. Ça a créé un espèce de conflit parce que à gauche, c'est bouché. On avait déjà Rashford. Il y a Garnacho qui poussait. Il y avait l'époque Cristiano aussi. Il y avait Cristiano qui était là, qui était en pointe. Ça veut dire que dans tous les cas, beaucoup à gauche. Donc dans tous les cas, à gauche c'était embouteillé. Lui, on le prend pour aller à droite. Il veut pas, il boude. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui à Dortmund, il a plus de problème de jouer à droite. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club au quotidien en fait ? Au quotidien, qu'est-ce qu'ils se disent ? Qu'est-ce que les joueurs, quand ils arrivent au club, ils se disent encore là. J'ai l'impression que c'est ça, que chaque jour ils viennent, ils traînent les pieds, ils sont pas contents d'être à Manchester. Est-ce que tu es d'accord quand même, dis-moi si je me trompe, est-ce que tu es d'accord avec Ake ? Parce qu'on a un sentiment que j'ai l'impression que tu mises plus sur la cause des joueurs plus que le problème des coachs. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de grands coachs, mais est-ce qu'on doit aussi se dire, est-ce que les coachs aussi ont quand même pas mal merdé, les Mourinho, on peut parler de Ten Hag, Solskjaer. Est-ce que tu es plutôt aussi à minimiser je dirais pas que c'est à minimiser, mais je veux dire, à dire c'est un peu plus la faute des joueurs, on se demande ce qu'ils foutent là et que c'est un peu des superstars, ou t'es plutôt à dire, c'est un mix entre le mauvais choix de coach, mauvais choix de joueur. C'est exactement ça, c'est un mix. Parce que sur le cas Sancho, on n'est pas trop d'accord avec Ake. Ah bah vas-y. Pourquoi ? Parce que Sancho, je trouve qu'on en fait beaucoup pour son prêt à Dortmund, alors qu'il a juste fait une grosse demi-finale contre Paris. Ses stats, c'est 6 passes D sur... C'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais entendu... Mais il fait quand même pas mal de bons matchs à Dortmund. Moins que ce qu'il devrait. Mais je veux dire, avant qu'il parte à Dortmund, il était sur des 20-20. Là, il est revenu, il fait 6 passes D sur un prêt, c'est... bien, il va en finale de Ligue des Champions, c'est pas forcément grâce à lui, mais j'ai l'impression qu'on veut surtout vendre le Manchester fait flopper ses joueurs et il s'amuse ailleurs. Il fait un bon prêt. Ils ont pas fait flopper Sancho parce que là Sancho il s'est pas relancé à Dortmund. Si, c'est le cas. Ouais, il s'est relancé mais très doucement, on peut pas dire que c'est redevenu la star internationale, on est même pas en train de dire qu'il va faire l'Euro cet été. Donc il s'est relancé entre guillemets. J'étais un pro Sancho.
Je pense que les torts sont des deux côtés. Beaucoup du côté de Sancho qui n'a pas peut-être le mental pour jouer les tops européens. Enfin, jouer pas les tops européens parce qu'on voit Manchester. United, c'est plus un mais top, je veux dire en termes de rayonnement. Parce que Manchester, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est le top 3 club le plus regardé, le plus critiqué sur les réseaux. Et derrière ça, il faut avoir une sorte de bagage mental. Beaucoup de joueurs se sont cassés les dents. Les coachs aussi, alors, si on revient là-dessus. Et les coachs aussi, évidemment. Je pense que l'après-Ferguson a été très mal préparé. On est passé à Moyes directement, dans un effectif qui n'avait pas été revu, donc c'était voué à l'échec. Et après, c'est échec sur échec. Mourinho, Van Gaal d'abord. Voilà. Mais ça, tant mieux, parce que je supporte pas ce coach, mais bon, ça voilà. Van Gaal, c'était pas top. Mourinho, faut relativiser un petit peu. Là, il a une Europa League, non? Mourinho a une Europa League. Il a le Community Shield. Il prend. Il fait une saison avec la Carabao Cup. Une Carabao. Mais je pense que l'analyse sur José Mourinho, alors moi je suis un grand fan, on l'a entendu, on l'a dit tout à l'heure, de l'Inter, donc je l'ai connu en 2010. Elle se catalyse beaucoup sur sa personnalité. On va pas en fait regarder ce qu'il a fait parce qu'on a une détestation et il est tellement clivant qu'aujourd'hui on va se centrer sur le personnage pour analyser tout ce qu'il a construit, l'architecture autour du personnage. Je pense qu'effectivement, quand on regarde le passé récent de Manchester United, c'est quand même une des meilleures périodes, si pas la meilleure période sur les 10 dernières années. Pourtant, il jouait pas. Et il faut le dire. C'était pas un Man United qui était très flamboyant. Voilà, c'est du nivellement par le bas. C'est lequel Manchester était le moins pire, plutôt que lequel a été le meilleur. Mais là où Sacha a raison, c'est que tu sors quand même de là avec une Europa League. Bon, tout le monde dira quand tu t'appelles United, c'est pas quand même la coupe qui fait rêver, mais aujourd'hui, prendre une Europa League, moi, j'y pas non. Mais on la gagne même pas. Voilà. On la joue l'année passée, on la gagne pas. Donc faut pas non plus cracher dessus. Après, c'est pas le même parcours. Si on prend les équipes. Moi, j'aime bien être tatillon. J'ai vraiment pas été fan de la période Mourinho. Ma période préférée, c'était. Malheureusement, c'était Solskjaer, ma période préférée, je crois. Attends, la phase de poule où vous êtes éliminé par Galatasaray et Copenhague, c'était cette année ? Ouais. Oui, cette année. Ça, c'est lamentable. Ah oui, mais ça, c'est la pire saison. Ça, c'est quand même lamentable. C'est incroyable. Moi, je suis abasourdi par cette phase de poule parce qu'on est vraiment sur une équipe qui n'a plus de mental. En fait, en dehors des qualités techniques qu'on a tout à l'heure, qu'on a dit, des qualités collectives dont toi tu as parlé, Ake, etc., c'est le côté mental. C'est une équipe qui est faible. Et là, ça va nous permettre de directement faire la transition avec Erik ten Hag. Qui est à bord de Manchester United pour tenir la tête de ces hommes ? Personne. Transition parfaite, hein. J'ai plus qu'à dire chapitre 3. Sacha l'a annoncé. On parle du coach. Enfin, actuel, parce qu'il sera plus là l'année prochaine, c'est sûr. Il a dit Amen. C'est pas encore sûr, malheureusement. C'est pas encore sûr, mais bon, à mon avis, il y a de grandes chances. Ten Hag quitte donc Man United avec un bilan, hein, messieurs. Mais c'est toujours pareil. Quand on le voit comme ça, on se dit, ouais. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueu non plus. Depuis 2022, Ten Hag, c'est 63 victoires, 17 nuls, 31 défaites. Bon, je pense que les 31 défaites font quand même mal. Je voudrais juste refaire une parenthèse parce que moi, personnellement, j'ai bien aimé aussi la période Solskjaer. Je trouvais que ce mec-là, déjà en tant que joueur, je trouvais aussi que, encore une fois, on a l'impression que c'était le symbole de quelque chose qui revenait à Man United, un gars qui avait connu une belle période, qui revenait en tant que coach. Il paraît sain. Voilà, mais bon, encore une fois, flop. Voilà, parenthèse refermée. Ten Hag, qui pour le remplacer ? Parce que dans l'éventualité où il part maintenant, parce qu'on en a parlé, bon, il faut reconstruire tout à l'heure, il fait des mines incroyables. Incroyables, les grimaces. Moi, j'ai une shortlist, évidemment. Vas-y, balance. Alors, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais moi, je pars sur Thomas Tuchel. Ah. Je pars sur Thomas Tuchel. C'est mon premier choix. Je crois qu'en plus, Sacha, tu pourras dire si c'est vrai ou pas, il n'est pas contre un retour en Angleterre ou l'Espagne. En fait, moi l'info que j'avais sorti cette info-là, c'est qu'effectivement, l'agent de Thomas Tuchel a discuté avec les dirigeants d'Ineos. Donc il y a des discussions qui sont en ce sens pour l'année prochaine, parce que Thomas Tuchel, il est très très frustré en fait de la saison qu'il a fait au Bayern, et il a cette envie d'un peu de revanche. Il est vraiment revanchard, et le défi du United avec Ineos, c'est vraiment un truc qui brancherait, quoi. Voilà. Clairement, moi je pense que le fit peut se faire, ça serait bien. Donc il y aurait Tourelle, et qui d'autre ? Tourelle. Bon, je les ai écrits, hein, mais j'espère. Enfin, j'ai mis Nagelsmann, mais ça me paraît peu probable. Ouais. C'est un coach qui m'a toujours bien plu depuis qu'il a commencé à Leipzig là-bas. Moi, j'aime bien sa façon de jouer. C'est un coach offensif, c'est un coach jeune. Tu sais, il représente la nouvelle vague. Hein. Et on en a parlé en plus dans l'épisode du Bayern que je vous invite à regarder, où justement on se disait on ne comprenait pas. Je sais pas si tu te souviens, on ne comprenait pas de se dire il s'est fait matraquer par tous ceux du Bayern à cause de sa personnalité jeune un peu qui faisait des choses. Mais prends Tuchel,
et alors on reprend aussi ce que nous disait Sébastien Rosel dans cette émission, c'est accepter d'avoir un control freak dans ton club en fait. Et c'est quelque part complètement un contraste avec l'homme qui est Erik ten Hag, qui est un mec qui laisse quand même beaucoup de... qui est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il laisse un peu de distance, qu'il veut jouer au copain-copain, mais derrière, il attaque. Sur le perso, tu vois, il est quand même très sec sur les joueurs. Ten Hag, juste pour terminer, après je te laisse la parole. De toute façon, si tout de toute façon, Corentin, il est en train de préparer ses armes. Je suis en train de préparer les armes. Ten Hag, pour moi, enfin, pour le troisième coach que j'ai, mais ça c'est plus un rêve, je veux ramener Zidane. Voilà, parce que je sens que... Non, mais laissez-moi rêver. J'y crois pas. Mais Zidane, ça serait bien, parce que voilà, j'ai l'impression donc Tuchel, Nagelsmann, Zidane. T'en avais un quatrième, je sais plus. Non, 3, c'était bien. Corentin, par rapport à cette shortlist, est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît plutôt, forcément impensable ou réalisable, tout simplement? Ou sinon, est-ce qu'il y a un autre nom que tu as en tête? Moi, le seul nom que j'avais en tête, mais il a annoncé qu'il prolongeait, donc c'est mort, c'est Ruben Amorim du Sporting. Ah oui. Qui est un coach très jeune, avec des idées claires, qui a ramené le titre au Sporting, un Sporting qui était en marasme depuis 10 ans. Donc je pense c'est un des futurs top coachs en Europe. On aurait dû jeter dessus. Il a eu transfert avorté, il a eu des discussions avec Liverpool et avec West Ham. Au final, il a annoncé qu'il prolongeait au Sporting. C'est le seul coach qui vraiment se dégageait à mon esprit, où vraiment on pouvait miser sur une jeunesse, de nouvelles idées. Même le championnat portugais, ça nous réussit avec Bruno Fernandes, donc pourquoi pas tenter. Tuchel, je suis pas fan, honnêtement, parce que j'ai un peu la vision il reste 2 ans dans le club, et il fait tout péter. Ça fonctionne plus, ça part un peu dans tous les sens. Bon, il a ramené la coupe aux grandes oreilles à Chelsea, donc du coup... Après, il a rien établi de stable. Est-ce qu'il n'y a pas déjà tout qui est cassé à United? Il fait tout péter, est-ce qu'il n'y a pas déjà la maison qui brûle? Transition en plus, parce que je sais pas si vous avez vu je fais juste la parenthèse, sur internet, le toit de Old Trafford avec l'eau qui tombe. C'est quand même le symbole. Mais ça, par contre, c'est un amateurisme complet. Mais ça, c'est... Mais comme tu dis, c'est la preuve que tout pète. Vraiment tout pète. Ça, c'est déjà plus rien. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est un des gros chantiers de Ineos. Ils veulent refaire un stade entier. Si jamais ils peuvent se baser sur le stade de l'Union, il y a quasi pas de stade, mais au moins il pleut pas. T'es juste dehors, en fait, t'as l'eau qui tombe, mais au moins tu sais à quoi t'attendre. Ouais, c'est ça quoi. Non, excuse-moi, on t'a coupé. Donc tu disais. Du coup, je parlais juste de Tourelle, je voyais pas. Enfin, je sais pas si avec une reconstruction on peut établir une base saine directement avec cet entraîneur. Après, je le connais pas assez, donc c'est pour ça que je me positionne pas dessus. Mais je sais pas si on peut établir des bases saines et construire un projet autour de lui. Ou est-ce qu'il faut miser sur nous? Est-ce que c'est pas justement tout à l'heure je parlais de control freak, le côté plus de place à l'improvisation dont United a besoin, parce que c'est la grande qualité de Tuchel. Tuchel, tout est méthodique, tout est travaillé, tout est scripté, et quelque part ça n'amènerait peut-être pas tout de suite United à déjà une base de construction un petit peu plus saine, des effectifs, des préparations des entraînements, de la manière dont quelque part les compétitions peuvent se travailler. Est-ce que l'idée d'un Tuchel qui est un véritable travailleur à mourir, ce serait pas déjà un énorme contraste par rapport à Ten Hag et qui ferait pas du bien à United dans cet esprit-là? Ça peut ne pas être Tuchel, mais un entraîneur dans ce profil-là, très travailleur, où tout est vraiment quadrillé, planifié, scripté. Ça peut l'être. Après, on a vu Mourinho qui est un peu dans ce style-là aussi. Très contrôlé, aucune sortie en dehors de lui. Bon, mais t'as sa personnalité qui prend. Ouais, il y a la personnalité, donc c'est pour ça que je veux bien nuancer. Je demande à essayer. Parce qu'après, on a donné cette étiquette à Ten Hag la première année. Il prend 4-0 contre Brentford. Il est parti courir le nombre de kilomètres que l'équipe adverse avait couru de plus. Enfin, on a voulu nous vendre des informations comme celle-ci, comme quoi il contrôlait tous les entraînements, tout. Je sais pas si c'est encore le cas, mais j'ai pas l'impression. Non. Donc, Sacha, toi, bon, on a compris, t'es pas forcément pour, mais tu pourrais militer pour un mec style Tuchel pour United, pour lancer la main. Moi, je suis d'accord avec Ake. Je pense que United doit avoir un entraîneur qui laisse d'abord place. Tu sais, il y a un tel marasme pour moi dans la structure intrinsèque de United qu'aujourd'hui, il faut démarrer déjà avec quelqu'un qui va essayer de contrôler tout ce qui est contrôlable. Et c'est pour ça que c'est le grand défaut de Tuchel, mais paradoxalement, c'est ce qui conviendrait le mieux à United en ce moment. C'est-à-dire un espèce de paramilitaire qui va à un moment donné faire en sorte que les joueurs ils se couchent à cette heure-là, qu'ils aillent dormir à cette heure-là, qu'ils fassent la passe dans l'angle droit au moment où il faut le faire, etc. Et que tout soit respecté à la lettre de A à Z. Déjà, on commence avec une saison comme ça, même si c'est une saison blanche et qu'United n'a pas d'Europe à jouer.
bah déjà tu vois plus clair, tu vois. Et après derrière, évidemment, on va y venir, c'est le mercato et il va commencer à falloir beaucoup vendre pour avoir une vraie structure saine. Il est bon parce qu'il lance tout le temps bien comme il faut les chapitres. Sacha, t'es mon gars. On est là, mon pote. C'est bon. Yes. Allez, dernier chapitre de cette belle émission Man United. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit ici en plateau? Est-ce que vous pensez que Man United peut se relancer avec un nouveau coach? Si oui, quel coach? Est-ce que vous pensez aussi que c'est la pire saison de son histoire? Donc n'hésitez pas, on attend votre avis. On pourra en débattre un peu plus tard dans d'autres émissions. En attendant, dernier chapitre et il concerne le mercato. Le mercato, et c'est vrai qu'en fait Sacha, c'est marrant ce que tu disais parce que voilà, on parlait du coach, il faudrait peut-être un coach un peu plus militaire et tout. Moi c'est vrai qu'on pourra en reparler plus tard, c'est un autre débat, mais je me dis quand même que c'est vrai que dans le foot aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très dur pour la jeune génération d'avoir un mec qui est tac, les choses sont comme ça. J'ai l'impression qu'on est, je dirais pas des jeunes merdeux, mais des mecs qui ont du mal un peu à un peu écouter l'autorité. Mais moi je pense qu'Ake est d'accord, donc ça va. Un petit peu quand même, hein. Je pense que t'as pas tort, hein, tu sais. J'ai l'impression que les nouveaux joueurs, tu sais, tu les vois, ils font une contre-performance. Au lieu de se faire petit, de se remettre au travail, ils postent sur Instagram une photo avec un smiley triste, mais tu te fous de qui? Ouais, et puis après, c'est toujours l'inspiration de ouais, si lui l'a fait, moi je peux le faire aussi. Alors, c'est dingue ce que tu me dis parce que ça me fait penser justement à la contre-performance d'Mbappé lors du classique contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome, où il lâche le brassard et derrière il sort une photo sans script, sans légende, sans rien, avec juste la photo du brassard, alors que il a été catastrophique dans le match et ses coéquipiers sont allés se souiller pour aller chercher une victoire au Vélodrome. C'est incroyable l'individualisme des joueurs de foot. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller très loin, Sacha, quand on t'as encore parlé d'eux, mais quand on prend certains clubs belges avec des jeunes qu'on a rencontrés, certes très sympas, mais qui parfois tu te dis ils ont pas forcément la réalité en face d'eux, quoi. Ils se sentent très vite, je peux atteindre ce niveau-là, pas besoin de trop travailler, etc. Je pas envie de citer de nom parce qu'on n'est pas là pour flinguer, mais t'as aussi rencontré des jeunes aujourd'hui qui se disent tout de suite je suis déjà au niveau professionnel, je peux atteindre les plus forts, quoi. Après c'est le problème, c'est le pendant de la médiatisation aujourd'hui. Je pense qu'il faut manger son pain noir et comprendre un peu où on va. Et il y a des joueurs à Manchester United qui ont quelque part Manchester. Oui, mais ils l'ont considéré comme un accomplissement. Ça y est, je suis à United, c'est une fin, c'est bon, je peux le mettre comme un trophée. Je vais dire à ma mère que j'ai signé à United. C'est comme le rappeur qui fait son premier disque d'or. Ça y est, maman, j'ai réussi. Clairement. C'est ça. Mais le gros problème, c'est ça, c'est que ils se sentent pousser des ailes. Comme on dit, ils sont surpayés. Et surtout, on a un gros problème à Manchester. En tant que fan extérieur, vous pouvez pas le voir. C'est que les joueurs arrivent à faire virer les coachs. Il y a des déclarations, parce qu'on connaît les noms, on va peut-être pas forcément en parler, mais dans les vestiaires, ils vont sortir une petite source, une petite fuite, il se passe ci, il se passe ça. Et ils sont friands de ça en plus en Angleterre. Il y a des joueurs qui sont surprotégés et qui incarnent l'esprit de la loose de Manchester. Alors du coup... Qui ça m'intéresse? Luke Shaw. Maguire peut en faire partie. Rashford peut en faire partie. C'est souvent les Anglais. Ok. Après, comme par hasard avec les tabloïds anglais, du coup. En fait, tous ceux qui sont là depuis plus de 3-4 entraîneurs n'ont jamais bougé, n'ont jamais été remis en cause. Et bizarrement, il y a toujours des fuites dans les vestiaires et quand ça va pas. Okay. Alors du coup, c'est la question toute faite pour ce mercato. Quel joueur, quel effectif, même, on en a pas parlé du coach, mais si imaginons Tourelle, pas Tourelle, ou bref, le prochain coach, il a un chantier énorme. Quel joueur pour reconstruire cette équipe pour qu'elle soit compétitive selon vous? Qu'est-ce qu'il faut en priorité? Vous n'êtes pas obligé de citer des noms, mais alors ça serait quoi la priorité d'abord? Un gardien, la défense, l'attaque, le milieu, enfin quoi? Par où commencer? Parce que c'est tous les postes en fait. Moi, je pense on doit littéralement gardien. Gardien, pas Onana, c'est pas le plus urgent. Ouais. C'est pas le plus d'accord. C'est alors, pas le plus urgent. Je donne juste une info de ce que j'ai compris des infos qu'on a pu voir en Angleterre, etc. Ce qui se rassemble, c'est que tous les joueurs sont potentiellement sur le marché, mis à part Maino, Garnacho et Onana. Ok. Onana, même pas Højlund. Højlund aussi, effectivement. Tu fais bien de le signaler. Non, mais parce que moi, il m'a pas du tout marqué, donc je le. Non, mais il faut pas hésiter. Il faut le faire partir. Il n'y a pas de souci. Là, il abuse, là, il fait son hacké. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais il a une saison, c'est sa deuxième saison pro, auquel son prix est cher, mais c'est pas lui qui décide son prix. Bon. Je pense qu'il a des grosses qualités, sauf qu'on l'a mis il a quoi, 19 ans, 20 ans, on le met seul en attaque à Manchester, aucune doublure, parce que Martial est blessé toute la saison. Et débrouille-toi.
Il marque des buts. Alors, Mais attends, excuse-moi, parce que ce que vous dites tous les deux est intéressant concernant Højlund. Moi, je le comprends comme même une philosophie de ce que pense Manchester United pour Ake. Il y a un degré d'exigence peut-être que Ake veut pour un numéro 9 à United, parce qu'il a connu des Van Nistelrooy, parce qu'il a connu des Carlos Tevez, qu'il a connu des Wayne Rooney. Ouais, bon, que peut-être toi tu n'as pas, Corentin. Je ne sais pas, moi j'essaye de comprendre ce que les deux veulent dire. Surtout le problème, c'est le marché du neuf. Il y a qui disponible? L'été dernier, il y avait Kane qui nous a refoulé où nous on n'avait pas d'argent. Il n'y a aucun autre numéro 9 qui ne coûte pas 200 millions. Si tu dois, voilà. Ok. S'il faut un joueur un peu, on va pas dire bankable parce que c'est vraiment pas le truc qui marche à United, mais quelque chose important. Un joueur important pour le plus important, ça va être d'avoir un vrai numéro 6 parce que Casemiro va partir déjà. Et on n'a jamais eu le vrai remplaçant de Matic depuis qu'il est parti. Et ça te crée une base dans le milieu et même dans tout le terrain qui est indispensable. T'as des noms en tête qui te feraient kiffer? Amadou Onana. Exact. J'allais te demander, parce que je sais que tu le connais. J'adore le joueur. Ah ben moi je Est-ce qu'il serait ouvert à un petit départ? Amadou, c'est très bien que tu te lances là-dessus, parce qu'on va pas t'emmerder avec est-ce qu'il irait ou pas, mais par contre, j'aimerais bien avoir ton avis, de te dire si possible transférer là-bas, est-ce que tu penses que ça serait un bon choix quand même pour Onana, pour Amadou que tu connais bien? Bien sûr. Dans le cadre, je reviens du contexte, quel club, United, etc. Enfin. En fait, ce qui a toujours empêché Manchester United d'attirer Amadou Onana, c'est l'énorme mafia. On peut parler d'une mafia aujourd'hui que c'est bientôt terminé entre l'agent et l'agence, en l'occurrence de management, qui représente Erik ten Hag et Erik ten Hag. C'est le gros problème. Aujourd'hui, c'est ce qui a diligenté tous les choix sportifs et managériaux de Manchester United. Je me demande d'ailleurs comment on n'a pas commencé par là l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a contribué à avoir cette saison absolument catastrophique? C'est les problèmes scrupuleux et mafieux en interne qui ont complètement vicié les intérêts à l'intérieur même du club. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un joueur comme Amadou Onana n'est pas encore arrivé à United alors que United, ça fait 1 an et 2 fenêtres de mercato qui sont intéressés? C'est certainement à cause d'Erik ten Hag et son entourage. Voilà, on peut le dire comme ça. Ça serait une bonne idée. Et moi, je pense que c'est un joueur qui a un fort potentiel. Il a un profil intéressant, gros volume de jeu. En fait, c'est le genre de joueur, dans l'ancien United, il n'aurait pas fait tâche. Je veux dire, dans son profil, dans sa façon de faire. Après, à lui aussi de prouver que voilà, c'est sa place, c'est son niveau. Mais moi, on me dit, ouais, on prend Onana. Je dis, ok, vas-y, on prend Onana. Surtout que c'est dans un collectif. Moi, voilà. Maintenant, je pense plus aux performances individuelles, je pense au collectif. Et c'est le joueur qui irait parfaitement avec le seul espoir de cette équipe, c'est Kobe Mainoo. Ouais. C'est la complémentarité parfaite. Onana, il est très fort dans les duels aériens, dans la récupération, dans la relance, on va dire plus box-to-box. Et Mainoo, c'est parfaitement la complémentarité où il va trouver les espaces, où il va se positionner entre les deux. C'est pas un double pivot, mais ça serait presque parfait, je pense. Donc c'est pour ça que... Moi, mon choix se porte sur lui. Ouais. Il faudra de la clarté, si je peux me permettre. Il faudra de la clarté parce que quelque part, les choix d'Amadou, je pense qu'ils vont être orientés sur quel club va lui proposer le projet le plus clair et où il voit qu'il pourrait progresser avec une structure claire. Là, c'est pas gagné. D'ailleurs, tout à l'heure, Corentin le disait très bien, il va déjà falloir se positionner sur qu'est-ce que va-t-on faire avec Erik ten Hag. Si ten Hag part, alors peut-être qu'il y a une possibilité de voir Amadou l'été prochain à United après l'Euro. Parce qu'on parle aussi de mercato, mais faut aussi voir si ten Hag reste, qui est-ce qui voudra nous ramener? Parce que je suis désolé, aujourd'hui, si on se penche sur les fenêtres de mercato de ten Hag, ramenez Modric. Vu que vous avez bien cherché des mecs bankable vieux. Mais c'est fini, le pré-retraite. Lui aussi, ils prennent un peu de thunes. Parce que je suis désolé, mais et je suis obligé de... Ça c'est quelque chose qui m'embête et qui m'empêche des fois de dormir la nuit. On a recruté des joueurs comme Anthony. Vous avez oublié qu'on a pris Wout Weghorst, au cas où peut-être quelqu'un l'a oublié. Je vous rappelle que Wout Weghorst a joué à Manchester. Quel flop. Est-ce que il a fait un bon match dans sa vie, Pays-Bas, Argentine, Coupe du Monde 2022. Et ça lui a suffi à trouver un transfert à Manchester, même si c'était un prêt, c'était le prêt de trop. On a pris des Weghorst. On peut faire un film avec ça, United, le prêt de trop. C'est la folie. Des mecs qui se sont tués. Peut-être que je me tremble. Greenwood, c'est possible? Mason Greenwood. Il était un bon joueur. Non, parce que je veux dire, le contexte aussi fait que le mec, En fait, il y a eu plein de couilles aussi avec lui. Il y a une saison qui est vraiment partie en vrille. C'est sa saison où toutes ces accusations sont sorties. Oui, le vestiaire explose en même temps. Il y a le cas Ronaldo, il y a tout qui explose en même temps. Donc cette saison, je peux comprendre que les joueurs n'étaient pas dedans, mais que tu ne puisses jamais te relever de ça.
Après, pour le cas Greenwood, je suis très content qu'ils soient en dehors du club, en termes de valeur, pas en termes de performance, parce que c'était le jeune le plus prometteur de l'académie. Mais bon, si on a un club qui se respecte, il ne doit plus rejouer pour nous. Après, on attrape beaucoup notre veste pour ça sur l'académie, mais moi, j'ai des valeurs avant de voir la performance individuelle. Il faudra aussi revenir sur le nombre de gâchis issus du centre de formation United. Parce que moi, évidemment, chez nous, on est obligé de faire le lien avec le noyau dur, qui est Adnan Januzaj, la façon dont il a géré sa carrière à United alors qu'il en avait un potentiel incroyable, sous David Moyes notamment, c'était quelque chose. Et j'ai oublié son nom, le belgo-brésilien. Pereira. Pereira aussi. Le mec, on l'a annoncé. C'est un super joueur à Fulham, quoi. Ouais, on l'a toujours trouvé mid, nous. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'était le joueur surcoté par les autres. Chez nous, je me souviens, je sais pas si tu te souviens de ça, mais nous, tout le monde était en mode, faut l'avoir, ce gars. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'écriture. Il y avait beaucoup d'écriture autour du scénario des nouveaux Belges qui réussissent en première ligue. Et je pense que les journaux, et ça, c'est le gros problème avec les jeunes talents, je sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, c'est qu'aujourd'hui, on a plus tendance à écrire sur qu'est-ce qu'on veut voir devenir d'un joueur plutôt que qu'est-ce qu'il est réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire « Oh, regardez, c'est absolument incroyable, c'est dingue, c'est fou, ce qui va se passer est dingue. » Mais on oublie de mettre la notice en dessous. Oui, mais c'est sous réservé de 2 ans, il doit encore progresser, faire des minutes de temps de jeu, aller signer, Tu vois, et ça, le problème, c'est que ça... Je pense que ça participe aussi à cramer des joueurs et ça en a cramé à United. On cherche les joueurs de demain, c'est ça. Et même c'est les réseaux sociaux qui créent ça. Parce que chaque personne veut trouver sa future pépite. Et en fait, on crame les étapes. Il y a presque même plus de club étapes qui étaient nécessaires avant. Et on essaye directement maintenant d'aller chercher les joueurs qui ont 16-17 ans. On paye 50 millions au Brésil et on les ramène. Et on croit qu'en 2 ans, ça sera bon. Bon les gars... Je suis obligé de vous dire courage pour la suite. Ça va aller. Ça termine un peu sur une ambiance de corbillard. C'est un peu c'est d'office la fin de l'émission, mais ça s'est passé tellement vite. C'est toujours un vrai plaisir de parler de football, même quand c'est négatif, même quand c'est triste et chiant. Moi, ce que j'adore, on vous réinvitera évidemment, mais à qui on te réinvitera parce que j'ai envie de revoir ta tête quand tu réfléchis. On dirait que t'écoutes de la soul. C'est incroyable. Là. Mais il est obligé d'écouter un peu de musique pour se remettre dans le positif parce que là, il faut. Mais bon, on espère quand même que malgré tout, pour le football et pour l'histoire tout simplement du football, que ce club revienne à un moment donné, revienne au niveau qu'il était avant. Parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu mal. Après, malheureusement, il y a tellement d'histoires de clubs comme ça qui... On met en priorité les plus grands clubs du monde, et si aujourd'hui on a consacré une spéciale Manchester United dans le noyau dur, c'est parce que ici chez nous on considère United comme un des meilleurs clubs du monde, ça j'ose le dire, et un club qui a marqué l'histoire du football, et j'en suis le premier témoin. Je suis un énorme fan de Cristiano Ronaldo, de Ruud van Nistelrooy, de Anderson notamment, etc. Donc Ryan Giggs, etc. Moi, c'est vraiment à l'époque qui m'a touché à United. Donc voilà, mais on remerciera United pour toutes les émotions, mais on espère que le malade va un jour se réveiller de son coma. Et surtout qu'un grand club arrive parfois à perdre contre des clubs belges, comme quand Anderlecht a gagné contre United, quand c'était Barthez, etc. Donc ça, il faut le rappeler que nous aussi en Belgique, on peut battre des monstres. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans cette belle petite émission. Merci à vous. Voilà, merci à toi. Corentin, rappelle-nous un peu de ta chaîne pour le côté. Du coup, c'est l'Académie sur YouTube. On est sur Twitch de temps en temps, mais c'est surtout sur YouTube, et c'est du débrief, du react et de l'analyse du club en général. Ben voilà, si vous êtes fan de Man United, forcément, vous pouvez regarder cette émission spéciale. Mais si vous avez envie d'avoir continuellement de l'actu, de l'info, etc. C'est sur sa chaîne YouTube, l'Académie MUFC. Pareil pour toi, ta chaîne, rappelle APM TV, bon, ça fait un petit moment qu'on est sur pause, mais genre là, vous m'avez redonné du coup, là, je me suis dit en vrai, pourquoi pas. Oui, de toute façon, pareil, si vous avez envie d'un peu de revoir certains avis de l'époque à ce moment-là, ben voilà, il y a sa chaîne TV et il sera de retour, il vient de l'annoncer. C'est l'info exceptionnelle qu'on a dans le noyau dur. L'info mercato, qui est de retour. Il revient. L'info en 2006. Merci à toi, mon Sacha, comme d'habitude. Avec un grand plaisir. C'était magnifique. On fait quand même quelque chose si on a 4000 abonnés. On essaie de faire un truc, une petite vidéo un peu sympa. Je danserai sur Zawania. Voilà, je danserai sur Zawania. Non, je plaisante. On fera un truc sympa. Avant que tu partes en vacances dans tes contrées. Dans les limbes. Voilà, c'est ça, exactement. On fera ça. Donc, vous avez compris, abonnez-vous. On veut les 4000. Donc, n'hésitez pas et continuez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et en podcast parce que c'est important de vous de vous lire, surtout sur les réseaux, mais aussi donner votre avis sur l'émission, ce que vous avez bien aimé, ce que vous avez moins aimé, et surtout donner votre avis sur les différents sujets parce que on est passionné de football, vous êtes passionné de football, c'est le principe de noyau dur. Jingle. À très vite.